Shut up and sit down. Aujourd'hui, petit podcast, ensemble on va plus loin. Aujourd'hui, l'interviewé se fait interviewer. Merci Guy, premièrement, super apprécié. Bien, merci à toi, Alexandre. On s'est rencontrés d'un ami commun. La première fois qu'on s'est rencontrés, j'avais beaucoup de questions. Je te remercie pour la belle opportunité de m'accueillir chez toi, qu'on puisse discuter un petit peu. Ça fait plaisir. Bien, je suis super content et surpris à la fois. Tu sais. C'est vrai que c'est l'intervieweur interviewé, mais je suis prêt. Ça me fait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui, ça va juste être des petites questions, apprendre à se connaître. Oui. Je sais qu'on parle beaucoup d'immobilier sur la chaîne. Ça va peut-être pas tourner juste là-dessus, mais pour commencer, je serais curieux de savoir d'où c'est venu l'immobilier. Pourquoi? En fait, si on remonte à très loin, on va remonter à quand j'avais 14 ans. Moi, quand j'ai 14 ans, là où j'ai grandi, dans un petit village des Cantons de l'Est, mes parents, c'était des gentlemen farmers. Puis, il y avait une grange où il y avait des chevaux. Il y avait 9 chevaux. Puis, un bon soir, quand j'avais 14 ans, cette grange-là, elle a brûlé. Puis, tous les chevaux sont morts. Pendant qu'elle brûlait, pendant que les pompiers étaient en train d'essayer d'éteindre le feu, parce que dans le fond, c'était juste de le contrôler pour pas que le feu se propage à d'autres bâtiments. Mon père regardait ça brûler, puis il disait à son meilleur ami, « Je vais la reconstruire, la grange. » Là, son ami lui dit, je me rappelle comme si c'était hier, « Regarde, calme-toi, là. On verra, là. On verra dans le temps comme dans le temps, tu sais. » Puis c'est de là que ça a commencé. Mon père a acheté des vieilles granges. C'était pas son métier du tout, du tout. Il a acheté des vieilles granges, les a démolies avec moi. À 14 ans, déjà, c'est là que je dis que j'ai commencé dans le domaine de la construction. Puis c'est là que ça a commencé ma passion pour la construction, de construire des choses, voir des choses être faites et être défaites, puis être refaites. Ça a vraiment commencé là. Ça a duré, ce projet-là, je te dirais 2 ans, parce qu'il faisait ça à temps perdu, mais quand même. Tout l'été, j'ai appris à faire, exemple, je le faisais en cachette de lui, tu sais, apprendre à faire du mortier, parce que c'est un solage de pierre, c'est une vieille grange. J'ai appris à faire ça, mélanger, tu sais, du ciment Portland. Parce que moi, je le regardais faire, mais j'avais pas le droit de le faire, sauf que je le faisais en cachette. Puis là, un soir, je me souviens encore, il est arrivé, il a fait comme, c'est toi qui as fait ça pour vrai? J'avais tiré des joints de mortier. Il les a pas repris, puis c'est un monsieur perfectionniste, mon père. Donc, c'est là que ça a commencé. Donc, tu as vraiment commencé sur le terrain avant d'être dans le gros domaine de l'immobilier. Ben écoute, moi, j'ai fait des études de droit. Je suis devenu avocat. J'ai pratiqué le droit longtemps. J'ai toujours aimé bricoler, rénover, restaurer. Même je faisais des flips immobiliers. Je savais même pas que ça s'appelait flip. J'ai acheté des maisons, rénovées, revendues. Puis j'ai recommencé le process quand même à quelques reprises parce que c'était bon pour mon esprit. Quand je faisais ça, j'avais pas de tracas qui était lié, disons, à ma job d'avocat comme tel, où c'est bien stressant. Puis c'est une façon de décompresser, de décrocher. OK, donc tu as commencé les flips en étant dans la profession d'avocat, les deux en même temps? Oui, c'est ça, exactement. Pour moi qui n'ai pas familiarisé plus que ça avec le domaine, quand on parle d'immobilier, de flip et tout, le domaine de l'immobilier, c'est très vaste, c'est très large. Il y a des propriétaires, il y a des personnes qui flippent, d'autres qui achètent des terrains. Quand on parle des grandes lignes, sur quoi qu'on parle? Il y a plusieurs, évidemment. L'immobilier, c'est un domaine très large. On peut soit acheter pour revendre tout de suite, acheter pour rénover et revendre, acheter pour rénover et garder. On peut faire du développement de terrain. Qu'est-ce que c'est? Exemple, on achète un terrain qui n'est pas zoné pour construire autre chose que unifamilial. Là, tu fais comme, dans le fond, pour donner la valeur au terrain, on va demander un zonage, un changement de zonage pour du multifamilial. 3, 4, 5, 10, 24 logements, 36 logements, 5 étages, 10 étages. On y va pour, mettons qu'on y va vraiment pour la coupe Grey, OK? On y va pour la totale. Tu achètes ton terrain, mettons, tu payes 20 le pied. Dans un contexte comme présentement, 20 le pied, en région, c'est encore abordable avec les 2 services, ça se trouve. Si tu peux changer le zonage, puis pouvoir avoir le droit de construire, mais tu ne construis rien encore là, avoir le droit de construire du multiplex. Peut-être que ton 20 le pied vient de se changer en 70 le pied, 80 le pied. Imagine. Donc, ça veut dire ton terrain, si tu as payé 20 le pied, tu l'as payé 1 million. S'il passe à une valeur au marché de 80, tu comprends que tu viens de quadrupler ton million, tu viens de faire 3 millions. Sur un simple changement de zonage, il n'y a pas eu une pelletée de terre, il n'y a pas eu un tuyau d'installer, il n'y a rien eu. Donc, ça, c'est un cas extrême pour vous donner l'idée de l'ampleur des possibilités. Donc, développement de terrain. Qu'est-ce qu'on a?
l'immobilier, on peut louer des logements tout simplement. On peut faire ce qu'on appelle du co-living. Le co-living, c'est prendre un immeuble que tu aurais 3, 5,5, réorganiser l'intérieur pour ajouter des chambres, pour que l'espace commun, cuisine, salon, soit commun à tous les résidents. Au lieu d'avoir des revenus de 3 chambres, là, tu vas louer 5 chambres. Mettons que tu loues tes chambres à 700 $. Normalement, un 5,5, ici sur la Rive-Sud, tu l'aurais peut-être loué 1 500 $. Et là, si tu passes de 3 chambres à 4 ou 5 chambres, si tu les loues 700 $ pièce, on fait les mathématiques. Ah, ça l'augmente. 700 x 4, 2800, 700 x 5, 3500 versus ton 1500. Encore là, pour illustrer des exemples de comment tu peux ajouter de la valeur à quelque chose qui, en apparence, est juste au prix du marché quand on le regarde tel qu'il est. La beauté, c'est on regarde l'immobilier pour qu'est-ce que ça peut devenir, qu'est-ce que ça peut être avec de la créativité, avec la connaissance des lois, avec la connaissance des personnes aussi qui sont les intervenants. Exemple, les services d'urbanisme de chaque ville. OK. Développer un réseau de contacts avec ces personnes-là qui travaillent comme sont des fonctionnaires au niveau municipal. Des fois, c'est des personnes qui sont impliquées en politique, conseillers, conseillères municipaux. Il y a des approches à faire, des trucs comme ça, tout en étant inscrit au registre des lobbyistes. C'est ultra important. Fait que dans le fond, c'est un monde très vaste. Où est-ce que, quand on ne connaît pas ça, qu'on entend parler des opportunités, on devient excité. C'est important d'avoir la bonne personne à consulter et aussi d'aller chercher des formations, parce qu'il existe des formations. C'est comme n'importe quoi. Tu veux devenir, exemple, conseiller financier, bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller suivre ton cours, tu vas aller chercher ton permis. Même chose, si tu veux développer du terrain, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller consulter quelqu'un qui s'y connaît pour faire le move. Mais quand on parle de tous les exemples que tu m'as donnés, tu sais, moi, je suis un petit peu impatient. Des fois, dans la vie, j'aime que ça roule puis que ça aille vite. Ouais. Avec toute l'expérience que tu as eue sur les dernières années, c'est lequel que tu peux avoir le plus gros profit puis celui qui peut aller le plus vite à flipper ou à faire une marge dessus? Très rapide, exemple, ce qui s'appelle une reprise de finances. Exemple, quelqu'un qui est plus capable d'arriver, de faire ses paiements, quoi que ce soit. C'est un vendeur, on appelle ça un vendeur motivé. Lui, il va être prêt à vendre, prendre le profit minimum. Alors que c'est une question d'analyse, que la valeur marchande est passablement plus élevée que le prix qu'il est prêt à te faire pour sortir de là, puis pas tout perdre. Parce que s'il attend que la banque vienne reprendre, il va tout perdre. S'il redonne les clés à la banque, il y a l'avantage de la banque ne peut pas le poursuivre pour la différence qu'il doit encore. Mais il perd tout, il peut rien avoir. Fait que ça, c'est un exemple d'argent rapide. Okay. Autre exemple d'argent rapide, encore une fois, rechercher une opportunité qui va faire en sorte que tu as déjà quelqu'un qui est intéressé. Fait que toi, tu es un prospecteur. Quand tu as des commandes, tu fais comme quelqu'un qui dit hey, moi, je cherche un terrain à développer. Moi, je cherche un 12 logements. Où est-ce que j'ai le plus grand nombre de logements vacants. Peux-tu me trouver ça? J'ai pas le temps, mais j'ai les moyens de l'acheter. Ça, c'est une façon de faire de l'argent rapide, c'est-à-dire que fait du repérage, fait de la prospection, on fait accepter une offre d'achat, on contacte la personne qui nous a passé la commande et puis on peut lui revendre la promesse d'achat avec profit. OK, donc c'est vraiment de trouver un produit qui a déjà un acheteur qui est prêt. Il y a les liquidités, il est déjà prêt à vouloir acheter, vous passez une commande, puis à partir de là, tu es comme un chercheur de tête. Tu cherches un produit qui va convenir à ton client. Oui, exactement. Ça, on appelle ça flipper une promesse d'achat. Ça implique que le prospecteur qui a la promesse d'achat signée à son nom ou au nom de son entreprise, de sa compagnie, lui, il n'aura pas besoin de passer chez le notaire, il n'aura pas besoin de chercher un financement parce que dans les conditions de la promesse d'achat, il s'est négocié un délai assez long pour que ça lui permette d'offrir sa promesse d'achat à quelqu'un qui la cherche parce que c'est un domaine aussi où les gens, malheureusement, ils changent d'idée. Qu'est-ce qui intéressait la personne il y a 2 semaines, il y a 2 mois? Peut-être qu'aujourd'hui, il a trouvé une autre opportunité. Donc, toi, il faut que tu sois capable de te revirer de bord assez rapidement. Tu as un réseau. Pour ça, tu as une banque de personnes intéressées. Ce que je vois de plus en plus, c'est des groupes de prospecteurs, des personnes qui travaillent en groupe. Exemple, tu vas avoir un tout jeune qui va même se promener en vélo dans la ville, en bicycle à pédale, comme on dit. Qui va aller cogner aux portes, qui va aller obtenir des numéros, des propriétaires. Exemple, un 12 logements, le propriétaire, il y a peu de chances qu'il habite sur place. Et là, si moi, je vais cogner, je suis habillé comme ça, les locataires, ils vont probablement se méfier. Ils vont peut-être se dire que c'est pas de la bonne visite. Si tu arrives là, tu es habillé comme tout le monde, ça, en habit ordinaire, avec surtout la belle approche, l'approche humaine, l'approche... Tu peux soutirer des informations, obtenir des informations,
qu'après ça, tu peux aller mettre soit dans ton CRM ou ton fichier Excel. Tel jour, telle heure, j'ai rencontré telle personne, telle adresse, m'a donné le numéro du propriétaire. Là, à ce moment-là, on se montre la banque de données, commence à faire les appels. C'est sûr que le taux de closing final, il est faible, tu sais. Peut-être pour 100 buildings que tu vas avoir prospectés, il y en a peut-être 10 qui vont devenir intéressants quand tu fais l'analyse. Il y en a peut-être 3 qui vont te donner un rendez-vous. Puis si tu es chanceux, tu vas en signer un. Peut-être pas la première fois, peut-être la 5e fois. C'est pour ça que, comme le disait Winston Churchill, il faut faire preuve d'audace. Il ne faut pas avoir peur de demander, il ne faut pas avoir peur de se faire dire non. Un non ne sera jamais un non personnel. T'sais, non, ça ne m'intéresse pas, mais c'est peut-être oui dans 6 mois, oui dans un an. Comme dans le domaine de la vente, tu le sais, hein, c'est le suivi, c'est là qu'il y a l'argent, c'est dans les suivis. Si je ne fais pas mes suivis, c'est sûr que j'ai moins de mandats. Il faut que je fasse mes suivis. Bien, dans ce domaine-là, c'est la même chose. Ouais, tu laisses de l'argent sur la table. Le nerf de la guerre, c'est dans le suivi, c'est dans les références. C'est surtout là. Quand on commence à se build notre nom, c'est là qu'on va chercher la vraie valeur. C'est pas juste « Hey Guy, tu veux ça? Hey, j'ai un truc. » Ça fonctionne pas comme ça, là. On doit aller sur la dédicace, puis revenir, puis mettre de l'effort. C'est moi, c'est un autre truc. Quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de personnes jeunes. J'ai 22 ans, là, mais quand j'étais encore plus jeune, il y avait beaucoup de personnes qui pensaient que l'immobilier, c'était simple, puis que c'est une job, que c'est facile. Tu fais rien, tu as des contrats qui arrivent sur la table, tu revends, tu refais de l'argent. De discuter ensemble, là, c'est loin de là. C'est pas ça du tout. Il y a beaucoup de travail en arrière avant de lender un deal. Oui, absolument. Puis le véritable travail, bien, il commence une fois que tu as signé une opportunité. C'est là que le véritable travail commence. Parce que tant que le deal n'est pas closé, tant que la vente n'est pas notariée, bien, il n'y a pas d'argent pour personne. Il n'y a pas d'argent, exemple, s'il y a un courtier au dossier, il n'y a pas d'argent pour le courtier. On se comprend. Même chose pour le prospecteur. Tant que le deal n'est pas signé, notarié, publié au bureau de la publicité des droits, personne n'a l'argent. On a déjà vu des deals tomber même chez le notaire. Dernière seconde. Fait que dans le fond, tu n'es jamais sûr de rien. C'est pour ça que c'est important de bâtir un réseau. Puis, il n'y a pas de règles. Hein? Tu me dirais, c'est quoi les 5 golden rules de ce domaine-là? Il n'y en a pas vraiment, parce que ça dépend toujours. Je pourrais dire, mettons, mes 5 conseils. Paye-toi des formations. Prends l'argent dans ta poche pour aller chercher des nouvelles connaissances pour qu'ensuite, cet argent-là, il fasse des petits, que ça retombe dans ton autre poche, donc peut-être 10 fois plus. Paye-toi une formation à 2 000 $. Prendre l'expérience de quelqu'un d'autre qui a déjà fait le chemin. Ça serait ma deuxième. Choisis aussi de peut-être être en shadow avec quelqu'un qui est déjà dans le domaine, si tu veux vraiment apprendre. Faire du shadowing, ce serait passer une journée avec une personne qui fait comme moi, qui fait la consultation immobilière. Ça consiste en quoi? À qui je parle dans une journée? Qui est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je dis quand je débarque dans un département d'urbanisme? À qui je vais demander à parler? Qu'est-ce que je vais dire? Je me prépare comment? Quel document? Comment tu fais pour faire des demandes de permis? C'est quoi les trucs qu'il faut que tu connaisses pour réussir? Est-ce que ça existe encore, avoir un mentor? Ah, ça, oui, ça existe encore. C'est la beauté de la chose. C'est un peu en lien avec être dans l'ombre d'une personne. Tu sais. Okay. Un mentor, ça va être une personne à qui tu vas pouvoir poser toutes sortes de questions, qui va être heureuse de te transmettre ses connaissances. Est-ce que le mentor a quelque chose à gagner au final là-dedans, à part la fierté de montrer tout son savoir? On a la fameuse pyramide de Maslow. On a les besoins de base. Celle d'en haut, le dernier, ça serait la réalisation de soi. Un mentor, c'est quelqu'un qui a passé à travers un paquet d'étapes, qui a satisfait ses besoins de base, qui a atteint un certain niveau, puis qu'il veut redonner au suivant. Sans espoir de retour, mais tu sais, quand tu donnes, tu fais du bénévolat. Oui. Moi, j'ai fait du bénévolat aussi, j'en fais encore. Si tu savais comment ça nous remplit, ça remplit notre cœur, moi, ça me donne de la joie, vraiment. Quand je donne mon temps pour une cause, que je donne mon temps pour une personne, j'en retire des bénéfices que de l'argent ne peut même pas compenser. OK, ça, qu'est-ce que je me demandais? Mettons, t'es rendu mon mentor, on discute ensemble, je te pose 1001 questions, puis on va sur des deals ensemble. Est-ce que moi, il faudrait que je te donne une commission parce que tu m'as tout montré depuis le début ou pas plus que ça? Je sais que ça me revient sous une forme ou sous une autre forme. T'en parles à d'autres personnes, c'est bon pour moi. Tu réussis, je te regarde aller, je fais comme « Wow, c'est bon, j'ai un petit peu de moi là-dedans. » Bien, dans le fond, si moi, je te donne des roues, si tu décides de ne pas avancer avec tes roues, c'est ta décision. Puis ça se peut que tu deviennes une Formule 1 aussi. Alors, ça sera toujours qu'est-ce que la personne va en faire de ces connaissances-là. C'est comme avoir des talents. Le mindset, c'est bien plus important que le talent. La réussite, ça n'a pas rapport. Oui, ça peut être basé sur un certain talent, une capacité d'apprentissage, mais d'abord et avant tout une volonté, un état d'esprit qui fait
que je me fixe des objectifs, capable de les atteindre, que je suis dans l'action, que j'ai mon réseau, que je sais à qui parler quand ça va pas bien, que je visualise et puis que je suis toujours prête à recommencer à chaque matin me dire ben je suis pas encore rendu, puis Dieu merci, j'ai tout ce beau monde-là autour de moi qui peuvent m'aider, mais aussi c'est donnant à qui moi je peux apporter aussi. On parle de réseau. J'ai regardé la dernière épisode, puis tu me parlais que tu avais une équipe proche, puis le réseau et tout. C'est quoi vraiment les deux travails que les deux font dans ton quotidien? OK. Ah, tu parles du dernier podcast que j'ai filmé? Ouais, avec Nicolas alors. OK. By the way, qui était excellent. Moi, j'ai adoré. Oui, bien merci. Non, j'ai bien aimé ça, oui. C'est un bon invité. Donc, un réseau, ça permet d'atteindre des objectifs plus rapidement, puis ça permet aussi de diviser les risques parce que sont répartis sur un plus grand nombre de personnes. On va faire une analogie peut-être cocasse, là, mais c'est comme un tapis de fakir. Si le fakir, il se couche sur un seul clou, c'est sûr que le clou va passer à travers lui. Mais s'il y a 1000 clous, là, le fakir, quand il va se relever, c'est sûr qu'il va avoir plein des pics, peut-être quelques gouttes de sang dans le dos, mais comme son corps il est réparti, à quelque part, il vient de diviser son risque. Il vient de minimiser le risque d'être transpercé par un seul clou parce qu'il y en a 1000. Donc, plus tu as de monde autour de toi, ensemble, on va plus loin, bien plus tu vas atteindre rapidement ton objectif, puis plus tu vas avoir de monde autour de toi. Si ce sont non seulement des connaissances, mais ce sont des amis, ils vont avoir l'amour pour toi de te dire « Attention, Guy, tu t'en vas dans un mur » ou « Attention, genre quand on est ensemble, hey, j'ai une petite mousse là, sur ton veston parce que je veux que tu sois impeccable quand tu vas être interviewé par Alexandre. » Et puis, la grande force du réseau, c'est vraiment ça. C'est pas autre chose. Quand on est tout seul, là, on n'est rien, on va nulle part. Un loup solitaire va pas plus loin qu'une bande de hyènes. Exactement, tu sais. Et tu sais que le loup solitaire, souvent, c'est parce qu'il a juste été comme banni de sa meute, là. Exact. Ils l'ont mis, il était vieux, il était malade, ou peut-être chez l'humain, ben quelqu'un qui est mis à part, ça veut dire quelque chose, ça veut dire, voilà, ça veut dire beaucoup, tu sais. Parfait. Puis quand on parle de l'équipe, c'est une équipe qui va t'accompagner sur la recherche de deals, qui vont arriver puis faire les réparations ou le flip en question. L'équipe sert à quoi au final? Ton dream team. Exemple, tu vas avoir un bon courtier immobilier, un bon courtier hypothécaire, un bon prêteur privé qui peut bouger rapidement si le délai pour closer un deal, si c'est un enjeu. Si c'est pas un enjeu, tu peux t'en remettre à un courtier hypothécaire qui va aller chercher un financement bancaire conventionnel, comme on appelle, qui lui peut prendre plusieurs mois selon le type de building. Si c'est un multiplex, mettons, si c'est un 12 logements ou whatever. Mais si c'est une maison unifamiliale, tu peux bouger rapidement. Tu vas avoir aussi dans ton équipe de rêve ton entrepreneur général, les plombiers, électriciens, tout ce qui est sous-traitant, fournisseur de matériaux. Dépendamment de la grosseur de ton organisation, bien, ça va être ce que j'appelle le back-office. Le back-office, ça va être la comptabilité, la documentation, ton notaire, c'est important, avoir le ou la bonne notaire, c'est super important. Donc, on parle de toutes les personnes qui sont là pour arriver, lander un deal et tout. Moi, qui a 22 ans, qui est intéressé, qui voudrait aller la tête baissée, puis go, on y va, est-ce que c'est possible de le faire tout seul? Encore là, je vais te revenir à ma suggestion de faire partie d'un groupe pour apprendre, apprendre plus rapidement, apprendre à faire les bonnes choses. Au lieu d'y aller un peu à tâtons, tu dis, ben là, je vais essayer ça. Ah, ben si ça fonctionne pas, je vais essayer autre chose. Parce que ça, c'est décourageant. Que ce soit dans ce domaine-là ou dans n'importe quel autre domaine, tu peux pas laisser au hasard. Tu peux pas laisser les choses se faire comme ça. Il faut vraiment y aller de façon systématique. On est vraiment rendu plus que jamais dans un environnement sophistiqué où est-ce que chaque dollar compte. Chaque erreur peut être très coûteuse et on n'a pas les moyens de ça. Personne n'a les moyens de perdre son temps. Tout le monde n'a seulement que 168 heures dans la semaine. Donc, il faut essayer de maximiser et aussi, la question aussi de l'état d'esprit, le mindset. Il faut que tu sois dans un bon état d'esprit, sois fonctionnel en tout temps parce que c'est un domaine, comme dans bien d'autres domaines, qui est stressant. Il ne faut pas se le cacher, c'est pas facile. Parce que si c'était facile, tout le monde ferait ça, les yeux fermés, tout le monde serait multimillionnaire, ce qui n'est pas le cas. Donc, il faut vraiment faire les bons choix, choisir les bonnes personnes. Encore là, on en revient à quoi? On en revient encore à Ensemble, on va plus loin, qui est le titre du podcast. Exact. J'espère en tout cas avoir transmis le message que ensemble, on va plus loin.
et que l'atteinte de vos objectifs, l'atteinte de vos rêves passe par l'entourage. On a appris, quand on fait du développement personnel, qu'on lit des auteurs, exemple comme Jim Rohn, etc., c'est qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Anciennement, on disait « qui se ressemble, s'assemble ». Hein? Nos mères, nos grands-mères nous disaient ça. C'était pas toujours un compliment. Donc, regarde les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps dans une semaine. Questionne-toi, essaie de faire la liste, pas méchant, mais essaie de faire la liste des choses positives que ces personnes-là t'apportent. S'il y a des aspects négatifs, qu'est-ce que ça t'apporte? Toi aussi, il faut que tu te connaisses toi-même, c'est important. Donc, il faut être honnête envers soi, rigoureuse honnêteté envers soi. Ça commence par soi-même. Quelles sont mes forces? J'aime pas le mot faiblesse, mais quels sont mes axes d'amélioration, les points sur lesquels je peux travailler? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est pas important de renforcer ce qu'on appelle les faiblesses. Tu peux travailler des points en autant que tu saches. Si pour toi, ça te demande un effort, là, mais vraiment un gros effort, d'être quelqu'un qui va faire du bureau, qui va remplir la documentation, si ça t'écoeure, puis t'aimes pas ça, puis que c'est pas ta zone d'impact, puis c'est pas là que t'es payant, pourquoi que tu te forcerais à devenir bon à remplir de la documentation, des papiers, des promesses d'achat, ces choses-là? Pourquoi tu ne délèguerais pas ça à quelqu'un d'autre? C'est ça, là, ensemble, on va plus loin. Puis là, ça va te permettre d'être payant, d'être efficace, d'être vraiment sur ton X, puis vraiment être dans ta zone payante. Parce qu'on s'entend que quand on est payant, quand on rentre de l'argent à la maison, c'est qu'on crée de la valeur, on amène de la valeur. Oui. Donc, si tu vas tout le temps à contre-pied, tu n'as pas le goût de faire ta job, puis tu veux juste finir plus tôt, ben, tu vas jamais amener de valeur. Tu peux être excellent, mais tu vas pas faire le un petit peu plus que si tu es motivé, que tu as le right mindset que tu vas faire. C'est ça. Mais tu sais, tantôt, quand tu me parlais de justement avoir le groupe, ces personnes-là autour, ma question, c'est justement, tu sais, est-ce que je peux commencer tout seul? Non, on ne veut pas finir comme le loup solitaire et blablabla. Dans ce groupe-là en question, est-ce que je vais avoir les contacts que j'ai besoin pour pouvoir commencer? Avoir les conseils, avoir les personnes qui ont le travail pour, l'expertise? Bien, absolument. Mais ça, écoute, je t'invite à mon prochain événement. Où est-ce que c'est ça? C'est une base de réseautage. Alors, ça me fait plaisir de te mettre en contact avec mon monde, à moi. Ça me fait plaisir. Puis je suis sûr qu'ils vont beaucoup t'aimer. Toi aussi, là, ça va cliquer avec eux. C'est comme ça. Il y a toujours un premier pas. C'est le premier pas qui coûte le plus. C'est de dire, je mets le pied à l'avant, puis je me porte volontaire à entrer dans un groupe. Parce que toujours, moi, je connais rien. Il faut commencer avec l'humilité de reconnaître que les connaissances, on va les acquérir parce que les gens que tu vas rencontrer, eux autres aussi, ont commencé, c'est comme dans n'importe quoi, là. Ils ont commencé un jour où il y avait le goût de, mais il n'y avait pas les connaissances pour. Avec le temps. C'est ça, ils se sont lancés dans l'eau, puis ils ont appris à nager au fur et à mesure. T'sais, ils ont coulé, ils ont pris un bouillon, ils ont bu la tasse, et ils ont continué. Puis après ça, ils peuvent le montrer aux autres. Parfait. C'est ça. S'il y en a qui vont venir justement à l'événement que Guy organise, juste le marquer en commentaire. On viendra faire des petits coucous, on se tapera la jasette, puis on passera un bon moment ensemble. Tantôt, je t'ai posé la question le plus vite pour faire de l'argent, puis le plus payant. On a parlé du premier, le plus vite, c'était quoi les opportunités qu'on pouvait avoir et tout. Le plus payant. Écoute, ça, encore là, bonne réponse, c'est « ça dépend ». Anciennement, ce que les gens faisaient, ils achetaient la maison, ils attendaient à 25 ans, elle était payée, puis là, ils prenaient leur retraite, ils la vendaient, puis c'est l'argent de leur retraite. Okay. Qu'est-ce qui est le plus payant? Moi, j'ai vu beaucoup de belles grosses passes d'argent. Exemple, mon exemple du terrain tantôt, ça, je l'ai vu. Exemple, le terrain a été payé 1 million. Avec un changement de zonage, on l'a amené à 5 étages, alors qu'il était juste zoné un étage. Il était commercial, on l'a amené à résidentiel, ce qui a fait que le terrain a pris une valeur incroyable, puis que l'évaluateur agréé est arrivé avec une valeur qui est plus que 5 fois le prix d'achat. Oh wow, quand même. Parce que c'est qu'est-ce que tu peux faire avec le terrain. Si tu vends ce terrain-là, c'est sûr qu'il y a un gain en capital à payer, mais ça, c'est la passe que tu peux faire. Cet argent-là, tu peux t'en servir pour autre chose. Mais la plupart du temps, ce qui arrive, c'est que les gens, ils vont acheter un immeuble, ils vont ce qu'on appelle l'optimiser, c'est-à-dire ils vont le rénover, ils vont louer les logements plus chers, et là, ils vont faire réévaluer l'immeuble, ils vont refinancer l'immeuble, puis l'argent qui vont pouvoir sortir de ce refinancement-là, ils achètent un autre bien immobilier avec la différence. Donc, ils achètent un immeuble, mettons, donner des chiffres, ils payent 1 million. Ils mettent des rénovations de 200 000 dans les logements qui étaient, par exemple, vacants. Okay? On ne va pas embarquer dans les détails qui étaient vacants. Ils ont le nouveau prix du marché.
à ce moment-là, la base d'évaluation de l'immeuble, pourquoi augmenter? La banque va faire, OK, c'est beau, maintenant, ta nouvelle valeur, c'est 2 millions. Donc, quand tu refinances un pourcentage, mettons 80 ou 85 de ton 2 millions, bien, tu comprends-tu qu'entre 1,2 million que l'immeuble te coûte, puis ce que tu vas aller chercher, 85 de 2 millions, qui est comme 1,7, bien, tu vas peut-être finir avec 400, 500 000 net, un chèque. Tu vas ressortir du notaire avec un chèque de 400-500 000, prêt à acheter un autre immeuble, avoir ta mise de fonds pour d'autres choses. Ça, c'est une façon rapide de faire l'argent. Si, exemple, tu fais tes rénovations dans les 30 jours ou 45 jours suivant ton acquisition, il n'y a pas un salaire qui équivaut à ça. Il faut que tu aies la touche magique pour faire ça. C'est pas donné à tout le monde. C'est des super skills, mais tu n'es pas né comme ça. Tu deviens comme ça à force d'avoir pris des chances, joué all-in, peut-être avoir connu des échecs incroyables, des gros échecs là, qui ont vraiment fait mal. Tu as décidé de recommencer. Alors, c'est pas overnight parce que l'histoire de succès, oui, tu peux avoir la chance du débutant. Oui, tu peux avoir quelque chose vraiment qui t'est servi sur un, comme on dit, un plateau d'argent, mais c'est pas la règle. Mais pour revenir avec la fin de ce que tu disais, là, on s'entend que c'est les défaites d'un guerrier qui créent le héros. C'est pas ses victoires. Oui, au final, il y a eu 100 victoires et tout. C'est extraordinaire, puis c'est qu'est-ce qu'on va raconter au village. Mais on parle pas de ces 100 défaites qui ont fait qu'il y a eu 100 victoires. Exact. Donc c'est vraiment de se laisser le temps de performer, de pas lâcher, de persévérer. Ça revient encore, c'est le mindset. Si t'es pour lâcher à la première semaine, ben, peut-être pas commencer le domaine. Là. Non, c'est ça. Faut que tu acceptes l'inconfort. Faut que tu acceptes d'être confortable dans l'inconfort. Puis ça, c'est pas facile. Ça entraîne aussi, des fois, des nuits blanches, du stress. Ouais. Tu sais, j'ai parlé à quelqu'un ce matin. Ce gars-là est jamais malade. Là, ça fait 3 jours qu'il est couché au lit. Parce que dans les derniers mois, il a drivé un gros dossier. C'est pas son premier rodéo. Mais ce dossier-là, il est extrêmement difficile. Mais le reward, il va être extrêmement élevé. Tu comprends? Parce qu'encore là, ce qui est facile n'est pas payant. Fait que là, c'est crissement difficile. Ça va être crissement payant. Mais là, il y a un accident de santé là, qui vient avec. C'est pour dire que... Il s'est rendu malade avec le travail. Là, c'est comme... Là, ça l'a pris... Bien, en fait, il a pris des vacances. Puis le phénomène est connu. Moi, je l'ai vécu bien plus qu'une fois. Où est-ce que, quand je suis en vacances, mon niveau de stress va baisser. Puis on dirait que c'est là que mes anticorps baissent aussi. Mon système immunitaire devient exposé au premier microbe ou virus qui va se jeter sur moi, puis là, je tombe malade, puis vraiment malade. C'est un phénomène connu, regarde, on est une machine, hein? Quand tu n'écoutes pas ton corps, inquiète-toi pas, ton corps, il va te le rappeler que c'est lui qui mène. Ton corps va lâcher bien avant ton esprit quand tu as un mindset de feu. Je suis totalement d'accord parce que tu veux pas arrêter. Là. Non. Tu veux continuer, tu fais ce que tu aimes, tout, tu sais que tu peux pas arrêter parce que la récompense va pas t'attendre. C'est comme un petit peu un papillon qu'il faut que tu accroches. Ouais, tu sais qu'il va partir si tu fais pas le travail pour. Donc au final, les nuits de sommeil, le stress, c'est tout normal, mais ça dépend aussi de la récompense que tu veux. Comme tu disais, si tu veux juste avoir un petit gain, un petit truc, tu vas continuer à dormir, tout, tu vas aller au cinéma les mardis, il n'y a aucun stress, mais tu vas pas avoir la récompense qui vient avec. C'est les plus cow-boys, en fait, ils acceptent de faire les cascades dont tout le monde a peur. C'est ça qui crée leur nom au final. Mais j'ai tout le temps eu l'a priori avec l'immobilier que ça prenait un gros capital de départ, que ça demandait des grosses sommes, un gros investissement. Tu pouvais pas commencer, mettons, avec 5 000 $. En fait, il y a plusieurs volets à ta question. Le premier volet de ma réponse serait, si tu as un 5 000 $, prends-le pour te former, apprendre au moins la base et plus de ce domaine-là dans lequel tu veux te lancer. Ensuite de ça, est-ce que tu es vraiment obligé d'avoir du capital? La réponse est oui et non. Dans le sens que si tu veux faire carrière solo, bien c'est sûr que c'est toi, ça va être ton capital à toi, ton crédit à toi. Si tu veux aller en partenariat, exemple, toi, ta force, là, c'est la prospection. Tu es fort quand tu vas cogner aux portes. Tu es fort pour closer des deals. Tu as un partenaire qui, lui, il a le gros crédit, il a beaucoup d'argent, il est bancable, comme on dit. Vous allez faire une équipe moitié-moitié, parce que lui, il n'aurait pas le retour sur son investissement si tu n'avais pas fait le travail initial. Et toi, tu n'as pas mis ton argent. Tu as mis ton savoir et tu as mis ta science, tu as mis ton brain, tu as mis tes skills, OK? Lui, il a mis son crédit, il a mis son argent. On fait régulièrement ce type de joint venture-là en immobilier.
Ce que je te dis là, c'est vraiment très connu, très répandu. C'est ça qui fait la belle équipe. Parce que si tout le monde fait la même chose, puis d'intérêt, la personne qui a le capital, peut-être ça l'écœure à aller cogner aux portes. La personne qui fait de la prospection, peu importe ce qui est arrivé dans sa vie récemment, il y a 2 ans, il y a 3 ans, etc. Faut pas que tu t'arrêtes à ça parce que tu sais que si le deal est bon, on trouve le financement. Puis il y a des gens qui n'attendent que ça, d'embarquer dans un deal, qu'ils doivent comprendre. C'est important que tu sois formé, d'aller chercher une formation qui va te permettre d'expliquer à un investisseur pourquoi que le deal est bon, comment il va récupérer son argent, comment son argent va travailler pour lui, en quoi que la transaction elle est safe et sécuritaire, ainsi de suite. Donc, si moi, je ne sais pas les termes médicaux, je ne peux pas expliquer ma maladie, il faut que j'aille voir le médecin. Ouais. Et je vais juste dire, mais là, je ne file pas bien. Donc, au final, si on revient vite, là, Oui. on veut se former, la raison pourquoi, on veut amener de la valeur. Oui. On le sait, on ne peut pas amener de valeur si on est juste bon. Si on est juste correct, on ne peut pas non plus. Quand on veut amener de la valeur, surtout dans des domaines comme ça, que ce Oui. soit n'importe quoi qui est alentour, Oui. quand on veut amener de la valeur, on Oui. doit être excellent. Pour être excellent, on doit se former, on doit avoir un mentor, avoir d'autres personnes qui ont déjà tracé le chemin. Oui. On doit être capable d'aller plus loin. Puis c'est pas mal le titre du podcast, Ensemble, on va plus loin. C'est ça la morale C'est bon, au ça. final. Dans l'immobilier, t'es pas tout seul. Ça va pas bien aller. Tout, tu vas être accompagné de personnes. Donc au final, se former pour aller plus loin. T'amènes de la valeur à d'autres personnes qui veulent pas faire le travail d'aller faire de la prospection, qui veulent pas XY ou qui veulent pas faire du travail de bureau. Si toi, tu es tout capable de faire ça, Ouais. tu amènes de la valeur, tu es capable de faire de l'argent. Donc, pour répondre à la Absolument. question, tu n'es pas obligé d'avoir un gros capital pour commencer. Non. Si tu es capable d'amener de la valeur, tu es capable de faire du cash, autant simplement que ça. Très, très bien résumé, mon cher. Donc, je sais pas si tu es à l'aise de parler un petit peu de ton expérience et tout, mais je serais curieux de savoir le pire deal que tu as eu. Le pire que j'ai eu, c'est d'avoir été en partenariat avec un groupe sur des immeubles où est-ce que finalement, je m'apercevais bien que j'avais pas un mot à dire, que ma parole valait rien, mon opinion n'était pas prise en compte, que finalement, c'était pas moi qui drivais les dossiers, qu'au final, ça a été une aventure désastreuse, puis à part que d'avoir perdu mon temps, j'ai jamais fait d'argent avec ça. Mais tu as eu de l'expérience. C'est que tu sais que tu veux pas retourner sur un trip comme ça. C'est Non. le sentiment que ça te redonne. Puis je suis pas mal sûr, te connaissant, que tu vas jamais faire feel ça à quelqu'un d'autre. Tu sais pourquoi je suis resté? Parce que j'y croyais. Parce que je me disais, ah non, c'est à la veille de débloquer. Ce que j'en retiens, c'est assure-toi d'entrer dans un partnership avec des gens à qui tu peux vraiment faire confiance, qui ont démontré dans le passé qu'ils ont eu du respect pour les partenaires antérieurs, que tu n'es pas le prochain finalement qui va faire rire de lui. Tout le monde rame dans le même sens. Comme être dans une chaloupe, s'il y en a juste un qui rame, ça va tourner en rond. Alors moi, c'est ce que j'en ai retenu, puis c'est le message que je transmets aujourd'hui. OK. Sur un autre œil un petit peu plus positif, ton meilleur deal, la meilleure situation que tu as eue. Ah, ben c'est définitivement des ventes de promesses d'achat où est-ce que dans une soirée, je donne pas de montant, mais dans une soirée, tu fais un appel, 2 appels, tu viens de faire dans les 5 chiffres bien avancés. Là. Un autre très bon deal, c'est qu'on avait trouvé un immeuble qui avait servi de plantation de cannabis. Puis là, il y avait eu un raid policier. Le propriétaire était emprisonné. À un moment donné, c'est venu en vente en justice. Et puis, nous autres, on avait eu l'opportunité, la permission d'aller visiter avant. Finalement, on a remporté la mise. Là, on commence à faire le tour du réseau. Personne ne veut toucher à ça parce que le taux d'humidité, il est trop élevé dans la maison, etc. Ce que le monde n'avait pas compris, c'est que le terrain, c'était 2 terrains saisonnés triplex. Puis eux autres, des jeunes qui ont acheté ça, ils ont construit deux triplex, ils ont fait une super passe d'argent. Wow. Ils m'ont appelé 2-3 fois après pour me remercier. Ils disaient, monsieur, ils m'appelaient monsieur, tu sais, parce que c'était des jeunes. Là. Il y avait ton âge de 25 ans. Puis c'est drôle parce que l'acheteur, je l'avais trouvé. Tout le monde me disait non, tout le monde me disait non. Je dis, OK, je vais prendre mon véhicule. Je suis allé dans le village où il y avait la maison. Puis là, j'ai regardé, c'est qui les entrepreneurs qui travaillent. Ça, c'est un autre truc. C'est qui les entrepreneurs qui travaillent dans cette ville-là. Fait que là, j'ai relevé les noms des entrepreneurs. C'était des camions lettrés. Je suis allé sur Messenger. J'ai trouvé les entreprises. J'ai copié-collé le même message à 3 ou 4. Il y en a un qui m'a répondu. Il est venu au bureau. On l'a closé le même soir. Fait que, tu sais, quand tu vois au-delà, c'est pas qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'est-ce que ça peut être. C'est ça qui fait la différence. C'est là qu'il y a la valeur ajoutée. Dernière shot, j'ai regardé un autre podcast, puis on parlait de portfolio. Peux-tu m'expliquer à quoi ouais. ça sert, c'est quoi? Un portfolio immobilier, en fait, c'est l'ensemble des propriétés que tu détiens. On peut dire aussi un parc immobilier.
le portfolio. Tout simplement, c'est la même affaire. Même chose, c'est un terme différent pour décrire la même réalité. C'est combien d'immeubles que je possède. J'ai 5 immeubles, 10 immeubles, 15 immeubles. Parce qu'à l'intérieur de mon portfolio, ça se peut qu'à un moment donné, pour en acheter un nouveau, je vais en vendre deux. C'est comme au Monopoly, tu sais. Tu peux faire des échanges, tu peux jouer avec qu'est-ce que tu as. Ça, on appelle ça faire de l'arbitrage. C'est-à-dire décider quel immeuble on va sacrifier pour faire notre prochain move. Puis on espère tout le temps que ce soit payant, veut pas. Il faut que ce soit payant, sinon on le fait pas. Habituellement, sur un deal, tu sais, tantôt, on parlait de permis, tout pour changer de zonage. Ça peut prendre combien de temps, ça? On parle d'un 3 mois, 6 mois, 2 ans, 8 ans? Faire une demande de zonage, je te dirais minimum 6 mois. Parce que c'est un long processus. C'est à partir du moment que tu fais les approches avec la ville. Bon, ben là, il va y avoir, au niveau du conseil de la ville, il va y avoir ce qu'on appelle un premier un règlement de modification. Ça va être publié dans les journaux, dans le site web. Les gens, souvent, qui veulent faire des représentations pour dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. C'est surtout ceux qui ne sont pas d'accord qui vont venir faire des représentations. À ce moment-là, tu as un deuxième projet de règlement qui va être adopté par le conseil de la ville. Ça, on est rendu des fois genre à 4 mois à partir du moment que j'ai demandé. Si je suis dans une plus petite ville qui fait partie d'une municipalité régionale de comté, il faut que ça soit approuvé ensuite par la MRC. Elle rajoute 2-3 mois. Là. Il y a tout un alignement des planètes que c'est pas vrai qu'il y a un fast track. Il faut être conscient de ça, mais encore là, il faut avoir les délais. Exemple, si je suis en promesse d'achat conditionnelle à un règlement, à un changement de zonage, ce qui arrive, c'est pas la règle, mais ça peut arriver. Il faut que j'ai au moins une promesse d'achat qui me dit, bien, j'ai 6 mois. Parce que le deal n'est pas éternel. Le vendeur, il veut vendre. Puis le vendeur, lui, là, il s'en sac que tu ailles chercher un changement de zonage. Il veut pas le savoir. Puis même, ça peut allumer une lumière. Il fait comme, ouais, bien, d'abord, je vais le garder pour moi, puis je vais le développer moi-même, mon terrain. Mais en général, quand le vendeur est mûr pour vendre, c'est parce qu'il est mûr à passer à d'autres choses. Lui, il veut juste son argent. Le reste, il s'en fout. C'est pour ça que je disais au début du podcast, il n'y a pas de règle. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Moi, c'est ça qui fait pourquoi que mon travail de consultant immobilier, bien, c'est pas plate, c'est pas répétitif, parce qu'il y a toujours des nouveaux défis. C'est jamais la même chose d'un dossier à l'autre. Il y a tout le temps des nuances qui font que ça devient challengeant. Tu fais jamais le même type de truc? Genre, t'es pas focalisé sur « moi, je fais juste des flips », « moi, je fais juste du zonage ». Ce que j'aime beaucoup, c'est quand le dossier a un élément de construction dedans, où que je peux intervenir au niveau de « OK, hey, là, j'ai vu les plans d'architecte. J'ai vu les plans d'ingénieur. » C'est un projet qui a une certaine ampleur. Ça, je trouve que c'est un beau challenge. Parce qu'encore là, on disait tantôt, tu sais, ce qui est facile, c'est pas nécessairement payant. Fait qu'à quelque part, gros dossier, bien évidemment, les honoraires, ils vont en conséquence du dossier. Puis les résultats, bien, on prend les moyens pour arriver au résultat. Le résultat, on peut jamais le garantir à 100 parce que c'est des éléments, souvent, ça va être un élément politique. Si tu es dans l'année électorale, comme exemple 2025, à l'automne, le 2 novembre, on a des élections dans toutes les villes au Québec. Présentement, là, on ne peut pas présenter demande de changement parce que la loi met un stop, parce que sinon, on comprend que ça pourrait faire du favoritisme, pour avoir des excès, il pourrait avoir du copinage. Donc, pour être juste, les villes cessent de recevoir les nouvelles demandes de changement de zonage, par exemple, à une certaine date avant les élections. C'est correct comme ça. Après les élections, souvent, c'est les projets qui sont un petit peu controversés. Je te donne un exemple. Une demande pour une tour de 10 étages à côté d'un secteur résidentiel de bungalow unifamilial. C'est sûr que le monde va crier au meurtre. Tu déposes ça dans les 12 à 18 mois précédant l'élection. Les conseillers, conseillères, les conseils municipaux sont très frileux. Mon expérience personnelle, quand c'est un nouveau mandat, bien souvent, quand c'est une nouvelle équipe qui rentre en poste, il y a plus d'ouverture à des projets qui sortent de l'ordinaire. Parce que l'humain est au cœur du capital, fait que les gens sont moins frileux, disons, à prendre des décisions impopulaires parce que la ville a besoin de nouvelles taxes, parce que la ville a besoin de renouveler, exemple, son centre-ville. Donc, ils vont permettre des démolitions massives, ils vont permettre des reconstructions massives avec des architectures qui, des fois, sont très différentes de ce qu'il y a en place. Les villes se redessinent au fil du temps. Le syndrome du « pas dans ma cour », là, le « not in my backyard » syndrome, le NIMBY syndrome, il est encore très fort. C'est normal. Tu viens de déranger la quiétude de quelqu'un qui habite sa maison depuis 5, 10, 15, 20 ans. Puis là, tu veux implanter un projet à côté qui a une certaine ampleur. C'est sûr que les gens, ils voient tout de suite
la poussière, le trafic, les Le enfants bruit. qui crient, puis ainsi de suite. Tu sais, on vient déranger la quiétude. On vit en société. Il faut y aller avec l'intérêt collectif qui doivent passer avant les intérêts individuels. Puis ça, bien, de plus en plus, il y a des villes qui l'ont compris. Il n'y a pas tellement longtemps, le gouvernement du Québec a implanté une loi qui donne des super pouvoirs aux maires et aux mairesses du Québec, à condition que les villes adoptent ces super pouvoirs-là. C'est sur une base volontaire qui permet, exemple, de faire accepter des projets immobiliers en fast track, sans opposition citoyenne. Il y a du pour, il y a du contre. Je pense qu'on fait partie, en Amérique du Nord, d'un des endroits où ça prend le plus de temps pour obtenir un permis. Puis ça, bien, ça va à l'encontre des demandes de nouveaux logements. Il y a de la demande pour des nouveaux logements. Et exemple, Montréal, c'est le pire exemple à donner. Le nombre de jours que ça prend, on parle d'années, là. Entre le jour où que tu déposes un permis puis que tu obtiens le permis, il peut s'écouler quelques années. Y a-tu des villes que c'est plus facile? Est-ce qu'il Oui. y a une place de trouver ça ou c'est juste vous, avec l'expérience, que vous savez? Écoute, il y a des villes où c'est plus facile parce qu'effectivement, il y a de l'ouverture. Que je parlais tantôt, les villes ont besoin de nouvelles taxes parce que la base budgétaire des villes, de quoi les villes vivent, ce qu'on appelle taxes de bienvenue, mais ils vivent aussi des taxes municipales. Ils n'ont pas beaucoup d'autres sources de revenus que ces deux revenus-là. Donc, ils adorent les courtiers immobiliers qui vendent des maisons, ils adorent les nouveaux acheteurs, ils adorent le monde qui vend aussi. Parce qu'à chaque fois, ils vont collecter la fameuse taxe de bienvenue. Surtout, on sait qu'aujourd'hui, entre le moment que tu mets ton affiche à vendre et que c'est vendu, il ne s'écoule pas beaucoup de temps. Alors, les villes ont besoin de cet argent-là. Les villes en périphérie, en banlieue, des fois, ils vont même réserver des terrains. Ils vont donner des terrains à des promoteurs pour qu'il y ait des nouvelles constructions. Ça, on voit ça en région éloignée pour permettre à la ville, d'exemple, attirer des nouvelles familles, empêcher des écoles de fermer. Il y a toute une raison, parce que l'immobilier, c'est structurant. L'immobilier, c'est, par exemple, quand tu as des nouvelles maisons, tu vas avoir des nouvelles boutiques, tu vas avoir un nouveau centre d'achat, tu vas avoir peut-être un arrêt d'autobus qui va s'additionner, tu vas avoir peut-être le REM qui va s'emmener tranquillement. Commence à faire un peu noir, là. Dans le futur, on peut s'attendre à quoi comme projet? Est-ce que tu vas les partager un petit peu avec nous autres, toutes? Est-ce que tu as Non, du je vais beau garder stock ça. qui s'en vient? Merci de poser la question. Je garderai le suspense là-dessus sur les projets futurs qui s'en viennent pour moi. Stay tuned parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui s'en viennent. Vous allez être surpris, vous allez surtout être informés. Parfait. Où c'est qu'on peut avoir de tes nouvelles? Où c'est qu'on peut te retrouver? Oui. Alors, Facebook, Guy Baillargeon, perso. Guy Baillargeon, consultant immobilier. Puis quand on veut faire affaire avec toi au niveau professionnellement, est-ce que tu as un email à partager? Oui, mon email, c'est tout simplement guy@guybaillargeon.com. Parfait. Merci encore pour ton temps, Guy. Super apprécié. On se revoit à une prochaine. Ça fait un petit peu différent. Si vous aimez, juste le marquer en bas. Puis sur ce, on vous dit à une prochaine fois. À une prochaine fois, puis gardez le sourire. Salut!